Le vent hurlait comme un animal blessé, fouettant le visage de ses aiguilles de neige acérées. L'Arctique ne pardonne aucune erreur. Il ne pardonne pas l'arrogance. Il exige son tribut de quiconque ose troubler sa paix glaciale. William Carter boutonna le dernier bouton de sa combinaison thermique et leva les yeux vers le ciel déformé par la tempête de neige. Le soleil était à peine visible à travers le voile gris épais, un disque pâle et flou qui n'offrait ni lumière ni chaleur. La radio dans sa poche commença à grésiller. « Docteur Carter, l'hélicoptère est prêt, il est temps de partir. » Il accusa brièvement réception du message et jeta un dernier regard au campement temporaire de l'expédition. 6 tentes isolées, 2 motoneiges et un groupe de scientifiques épuisés. La survie de toute l'humanité dépendait désormais de leurs actions. Comment tout cela avait-il commencé? Carter se souvenait de chaque détail. Bien que, parfois, il lui semblait que tout ce qui s'était passé ces dernières semaines n'était qu'un étrange rêve fiévreux. La fin novembre 2024 s'est révélée inhabituellement froide. Même pour l'hiver, un satellite de l'OTAN, effectuant une analyse de routine des zones les plus reculées de l'Arctique, a soudainement détecté une anomalie, un étrange objet métallique enfoui profondément sous la glace arctique. Les premières analyses n'ont pas suscité d'inquiétude particulière, probablement une autre épave d'un avion soviétique de la guerre froide. De telles découvertes avaient déjà eu lieu auparavant. Cependant, lorsque les photographies arrivèrent sur le bureau de William Carter, un célèbre archéologue maritime spécialisé dans les épaves de la Seconde Guerre mondiale, il ressentit immédiatement un malaise inexplicable. La silhouette de l'objet ne pouvait être confondue avec rien d'autre, c'était bien les contours d'un sous-marin. Et pas n'importe lequel, un U-boot allemand, l'un de ces sous-marins mortels qui avaient terrorisé les convois alliés. « C'est impossible », murmura Carter en regardant les images. « Il ne devrait pas y avoir de sous-marins allemands ici. » Il contacta immédiatement les archives navales. La réaction fut prévisible, une totale stupéfaction. Les documents officiels ne mentionnaient aucun sous-marin allemand disparu dans ce secteur de l'Arctique. De plus, la marine nazie n'avait jamais officiellement mené d'opération dans cette région. 3 jours après la découverte de l'anomalie, une équipe de recherche internationale fut formée. 6 éminents scientifiques spécialisés en archéologie maritime, en histoire militaire et en biologie, 3 experts en sécurité et 2 pilotes. Le groupe fut placé sous un strict niveau de confidentialité. Les informations sur la découverte ne devaient pas dépasser un cercle restreint d'initiés. Carter dirigeait l'expédition. Avant le départ, il fut convoqué à une réunion restreinte avec des représentants de l'OTAN et de la flotte du Nord russe. C'était une collaboration sans précédent, un signe évident de la gravité de la découverte. Docteur Carter, l'interpella l'amiral américain aux cheveux gris. Si ce que vous avez découvert est réellement un sous-marin allemand de la Seconde Guerre mondiale. Une question logique se pose. Que faisait-il aussi loin des théâtres de guerre connus? Le contre-amiral russe, assis en face, hocha lentement la tête, et surtout, qu'a-t-il pu transporter avec lui? Pour justifier une expédition aussi risquée? Trouver des réponses à ces questions troublantes était le véritable objectif de la dangereuse mission imminente dans le désert arctique. Quelques jours plus tard, un hélicoptère de transport atterrit lourdement sur une zone rapidement dégagée de la neige. Le pilote indiqua qu'il ne pourrait pas attendre, le temps se dégradait rapidement. Ils atterrirent à seulement 2 km de la position supposée du sous-marin. Cela pouvait sembler être une courte distance, mais dans les conditions d'une tempête de neige arctique, chaque pas était une épreuve. Avant même d'atteindre le site, Helena Brooks, la biologiste de l'expédition, remarqua quelque chose d'étrange. Dans le paysage arctique désertique, où la vie semblait impossible, ils étaient constamment accompagnés par des silhouettes à peine visibles, apparaissant çà et là parmi les étendues glacées. C'étaient des loups arctiques. Au moins une douzaine d'individus glissaient silencieusement le long des dunes de neige. Ils restaient à distance, ni ne s'approchant, ni ne se retirant. « William, ce n'est pas normal », cria Helena dans le vent hurlant. « Les loups ne se comportent jamais ainsi avec les humains. Ils devraient attaquer ou fuir. » Carter hocha la tête mais haussa les épaules face à cette étrangeté. Pour l'instant, une seule chose le préoccupait, l'objet sous la glace. Après 4 heures d'un voyage épuisant, ils atteignirent enfin les coordonnées recherchées. Le vent, comme sur commande, s'éteignit soudainement. Un silence inquiétant régna, seulement troublé par leur souffle haletant. Les loups s'arrêtèrent le long du périmètre, formant un cercle presque parfait. Leurs yeux jaunes suivaient inlassablement chaque mouvement des humains, comme des sentinelles en poste. Observa l'un des spécialistes de la sécurité, serrant nerveusement sa mitraillette. À l'aide d'un radar portatif, l'équipe détermina rapidement la position exacte du sous-marin et commença les fouilles. La glace céda avec une facilité inattendue, comme si l'Arctique lui-même les aidait à révéler son secret. Après 8 heures de travail ininterrompu, une partie de la coque fut dégagée, dissipant tout doute. Devant eux se trouvait un U-boot type IX, l'un des sous-marins les plus avancés du Troisième Reich. Mais ce qui les frappa le plus, c'était l'état de conservation du navire. Aucun dommage visible sur la coque, aucune trace de corrosion. Il semblait ne pas avoir sombré pendant la Seconde Guerre mondiale, mais seulement il y a quelques années. Cela défiait toutes les lois de la nature. À la fin du 2e jour,
Ils dégagèrent le SAS d'entrée principale. Le moment de vérité était arrivé. Carter, vêtu d'une combinaison de protection, ouvrit lentement la lourde porte métallique avec l'aide des spécialistes. Les gonds rouillés cédèrent dans un long grincement, brisant le silence mortel du désert arctique. Les loups, restés immobiles à observer la scène, levèrent simultanément la tête et poussèrent un long hurlement. À l'intérieur du sous-marin, une vision d'horreur les attendait. Tout l'équipage, environ 50 personnes, était toujours à son poste. Mais ils étaient tous morts. Carter, pourtant habitué aux épaves et aux équipages disparus, n'avait jamais rien vu de tel. Les corps des marins n'avaient subi ni décomposition, ni exposition à l'eau de mer ou aux animaux. Ils semblaient être morts instantanément, figés pour l'éternité dans leurs derniers gestes. Un officier tenait un crayon suspendu au-dessus d'un carnet. Un autre avait une tasse levée à ses lèvres. Un troisième tendait la main vers la radio. « Mon Dieu !» murmura Helena en examinant un corps de plus près. « On dirait des pièces de musée. » Mais c'est impossible. Aucune condition connue de la science ne pourrait préserver la matière organique de cette manière. Silencieusement, Carter se dirigea vers la cabine du capitaine. Il savait que s'il voulait comprendre ce qui était arrivé à ce sous-marin, c'était là qu'il trouverait les réponses. La porte de la cabine était verrouillée de l'intérieur. Nous avons dû utiliser un équipement spécial pour ouvrir la porte sans endommager le contenu de la pièce. À la table était assis le capitaine du sous-marin, un officier d'âge moyenne au visage pâle. Le journal de bord du navire était ouvert devant lui, et sa main tenait un pistolet lugé. La balle est entrée dans la tempe. C'était le seul membre de l'équipage qui soit mort non pas d'une cause mystérieuse, mais de sa propre main. En retirant soigneusement le chargeur, Carter sentit la sueur froide couler le long de son dos. Malgré la combinaison thermique, il connaissait bien l'allemand, c'était une nécessité dans sa profession. Les dernières notes prises par le capitaine ont finalement révélé la vérité cauchemardesque. 28 avril 1945. Nous avons reçu l'ordre directement de Berlin. Opération Ragnarok. Codification de priorité la plus élevée. Personne à part moi ne connaît le véritable objectif de notre mission. L'équipage croit que nous évacuons des scientifiques importants et des documents. La cargaison arrivera de nuit. 29 avril 1945. La cargaison a été livrée. 7 containers contenant des matériaux biologiques du laboratoire 1. Le professeur Strauss a insisté pour les accompagner personnellement. Selon les instructions, les matériaux doivent être livrés à une base secrète en Antarctique. Si les Alliés gagnent, ce sera notre dernière arme de représailles. 2 mai 1945. Message radio du quartier général. Berlin est tombé, le Führer est mort, mais l'ordre reste en vigueur. Nous sommes le dernier espoir du Reich. 5 mai 1945. Le professeur Strauss devient de plus en plus nerveux. Enfermé dans son laboratoire pendant des heures. Quelque chose ne se passe pas comme prévu. 7 mai 1945. Catastrophe. Strauss a signalé qu'un des conteneurs était instable. Il a essayé de réparer quelque chose. Mais, mon Dieu, qu'ai-je fait? En acceptant cette mission, j'ai condamné tout l'équipage à mort. L'effet a été immédiat. Les gens se sont simplement figés. Pas de convulsions, pas d'agonie. Ils sont restés figés pour l'éternité. Comme des statues de cire. J'ai scellé ma cabine et activé le système de ventilation autonome. Mais ce n'est qu'un sursis. Cette cargaison est trop dangereuse pour tomber entre de mauvaises mains. Je prie pour que la glace arctique ensevelisse ce sous-marin à jamais. Avec tout son contenu mortel. Pardonne-nous, Seigneur. Carter referma lentement le journal et regarda Helena, qui s'était approchée. Dans ses yeux se lisait l'horreur de la compréhension. Nous devons évacuer immédiatement et sceller ce sous-marin à jamais, déclara-t-elle fermement. Il y a ici des armes biologiques nazies qui restent manifestement mortelles même après 80 ans. À en juger par ce que nous avons vu, cette substance terrifiante pourrait tuer instantanément des millions de personnes si elle venait à être libérée. Le spécialiste de la sécurité contacta le commandement et transmit le code de menace critique. En moins d'une heure, 3 hélicoptères militaires apparurent sur le site des fouilles, transportant une équipe de scientifiques en combinaison de protection de niveau maximal. L'opération de confinement du sous-marin commença. Les travaux se poursuivirent sans interruption pendant 3 jours. Le submersible fut minutieusement examiné, et les conteneurs contenant du matériel biologique furent scellés et laissés sur place. Toute tentative de transport aurait pu entraîner des conséquences imprévisibles. Toute la zone fut déclarée interdite, placée sous surveillance 24h/24 par satellite et par des stations de surveillance automatisées. Le dernier jour, alors que les opérations touchaient à leur fin, Helena attira de nouveau l'attention de Carter sur les loups, qui n'avaient jamais quitté le périmètre. « Tu sais, William, j'ai une théorie, dit-elle d'un ton pensif. Ces loups, ils veillent sur cet endroit depuis des décennies. D'une manière ou d'une autre, ils ont perçu le danger sous la glace et ont instinctivement empêché d'autres animaux de s'en approcher. En plus, ils ont probablement effrayé les rares humains égarés dans la région. » Carter fixa le loup le plus proche, un grand mâle au museau grisonnant. L'animal soutint calmement son regard. Il n'y avait ni peur ni agressivité dans ses yeux dorés, seulement une sagesse ancienne et insondable. « Tu crois que c'est possible ? » demanda-t-il tranquillement. « Il existe de nombreux exemples d'animaux percevant le danger bien avant les humains.
Tremblement de terre, tsunami, éruption volcanique. Pourquoi ne sentirait-il pas aussi une menace biologique ? Répondit Helena en haussant les épaules. Ces loups pourraient transmettre ce savoir de génération en génération, rester à distance d'un lieu dangereux. Mais ne laisser aucun être vivant s'en approcher. Lorsque le chargement du matériel fut terminé et que toute l'équipe se prépara à partir, Carter s'arrêta un instant à la lisière du campement. La meute de loups se dispersa lentement, reprenant leurs positions habituelles autour de l'endroit où le sous-marin mortel du Troisième Reich était désormais enfoui en toute sécurité sous une couche de glace recongelée. « Merci » murmura Carter, sans s'adresser à personne en particulier, fixant seulement l'immensité du désert glacé. En réponse, le vieux loup alpha gris tourna la tête et sembla l'incliner légèrement, comme s'il acceptait cette gratitude. Puis il poussa un long hurlement grave, aussitôt repris en chœur par le reste de la meute. Un son aussi ancien que la terre elle-même résonna à travers la glace silencieuse, nous rappelant que parfois, les gardiens les plus fidèles de l'humanité ne sont pas les hommes, mais des créatures que nous considérons naïvement comme primitives et dénuées de raison. Carter entendit cet ultime hurlement de loup encore longtemps, même lorsque l'hélicoptère s'éleva au-dessus du désert blanc, emportant les chercheurs loin de l'un des secrets les plus effroyables du siècle dernier. Un secret qui, grâce à un enchaînement extraordinaire de circonstances et à la vigilance silencieuse des loups, n'était pas devenu un cauchemar terrifiant du XXIe siècle.